Moi, je voulais vous parler de l'application en France de l'Eurocode 8, essentiellement dans le dimensionnement des fondations profondes, et puis vous parler de ce que l'on a bâti en France, de ce cahier particulier émanant d'un groupe de travail de la FPS, le cahier technique numéro 38, où je vais vous dire quelques mots dans le court temps que l'on a pour parler de cette problématique. Oui, la France est sismique, elle l'a été, elle est encore, donc de ce fait, la puissance publique a voulu créer un contexte de protection parasismique qu'on appelle un contexte réglementaire, qui est différent du contexte normatif, puisque en fait, du fait qu'il est réglementaire, comme la sécurité incendie, eh bien, on ne peut ni déroger ni s'y soustraire au sens juridique français. Donc, cette réglementation parasismique, elle distingue essentiellement deux grands risques, sans rentrer trop dans les précisions. Donc le risque normal, le risque spécial, avec donc les définitions particulières de ces deux éléments. Et je vais me concentrer plutôt sur donc, le risque normal, qui couvre donc les bâtiments. Et le risque normal à la française est imposé par essentiellement donc deux décrets et un arrêté. On a parlé de la date fatidique là, de 2010, donc les éléments sont sortis le 22 octobre 2010, avec donc le décret donc 1254 qui lui parle de ce que c'est que la classe à risque normal et donc fournit les différentes catégories d'importance des bâtiments avec les chiffres romains de 1 à 4 et donc redonne la zone de sismicité. Vous avez déjà vu la carte, donc la zone de sismicité donc, de la France avec tous les territoires, donc de 1 à 5. Le décret 1255 fait la liste de toutes les communes du territoire avec donc la zone de sismicité. Et puis l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dit à risque normal comporte un certain nombre d'articles, dont un des articles est l'article 4-1 qui dit que à partir de maintenant, octobre 2010, avec quelques petites concessions au début, mais donc on est en 2018 maintenant, et bien que les règles de construction applicables aux bâtiments sont celles des Eurocode 8-1, Eurocode 8-3, Eurocode 8-1 règle générale, Eurocode 8-3 les bâtiments déjà construits, et les Eurocode 8-5 plus les normes d'application nationale. Donc on doit être amené à utiliser maintenant, avant c'était les PS 92, maintenant on doit utiliser les Eurocode 8 partie 1. Je rappelle donc la carte que vous avez déjà vue avec le classement entre la zone de sismicité et les classes d'ouvrage, avec donc les accélérations horizontales fournies par un calcul qui est une multiplication de termes fournis dans l'arrêté du 22 octobre, gamma le AGR, qui nous donne l'accélération horizontale qui fournit donc ce tableau final avec donc inférieur à 2,5 au-dessus, supérieur à 2,5 pour la zone de sismicité 5 que vous voyez qui ne couvre que les terrains des Antilles. L'hexagone et donc s'arrête à la zone 4. Et puis, donc, pour les constructions neuves, ce à quoi s'applique l'arrêté du 22 octobre 2010 en utilisant l'Eurocode 8-1 et -5, eh bien, on doit prendre en considération et faire une vérification sismique pour les catégories de bâtiments et la zone de sismicité qui sont en vert ici, avec également, spécificité française, l'obligation d'avoir un contrôle technique obligatoire particulier pour ces zones et ces vérifications.
Je rappelle que, ça a été expliqué tout à l'heure, que quand on relit l'Eurocode 8 partie 5, le dimensionnement des fondations, eh bien on s'aperçoit que dans l'exposé de l'Eurocode 8 partie 5, il y a une page et demie de texte et 3 pages dans l'annexe F où il y a plein de formules, vous avez vu tout à l'heure, et on détaille les ruptures par glissement, les ruptures par perte de capacité, les expressions générales, les grosses formules, hein, et en fait on dit un certain nombre de choses, comment on calcule, qui a été exposé tout à l'heure. Donc ça fournit une méthodologie, des formules de calcul, des coefficients partiels. Quand on passe aux fondations profondes, ce qui va nous intéresser plus particulièrement là, on a plus de 3 pages, 3 quarts de page, dans un petit bout de paragraphe qui s'appelle le 5.4.2, je vais vous le montrer juste après, une ligne au paragraphe 6 et pas d'annexe. Le paragraphe 6, je rappelle, c'est donc dans l'interaction sol-structure, on dit, eh ben voilà, les effets de l'interaction sol-structure sur les pieux doivent être évalués pour toutes les structures conformément au 5.4.2. Bon, d'accord. Donc l'Eurocode 8.5, qui traite, que vous savez bien, les soutènements, les fondations, les sols et autres. Hein. Donc ça ne fournit pas de méthodologie de dimensionnement, pas de formule de calcul et pas de coefficient partiel, pour un ouvrage quand même important. On reste sur un certain nombre de généralités, on va le voir. D'où nous est venue la brillante idée, donc en France, de créer un groupe de travail au sein de la FPS. On a mis un peu de temps, mais on y est arrivé pour créer donc un document que je vais vous parler juste après, donc, qui s'appelle le cahier technique numéro 38, qui est sorti en avril 2017, qui s'appelle « Guide pour la conception et le dimensionnement des fondations profondes sous action sismique des bâtiments à risque normal ». On s'est contenté bien des risques normaux, vous avez bien compris, et des bâtiments, pour pouvoir rester dans un contexte très spécifique, réglementaire, particulier, français. Donc je reviens sur le paragraphe 5.4.2 donc, que j'ai un petit peu réduit, j'ai repris les points importants, qui nous paraissaient importants. Et donc, premièrement, on nous dit que les pieux doivent être dimensionnés pour pouvoir résister à 2 effets, les forces d'inertie et les forces d'origine cinématique résultant de la déformation du sol. Bon, ok. Et puis après on nous dit, si on va juste un peu plus en dessous, le paragraphe 6, l'alinéa 6, et bien, les moments fléchissants qui se développent en raison de l'interaction cinématique doivent être calculés uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies, simultanément. Avec donc 2 parties dedans que l'on reprendra, que je vais reprendre un peu après. Donc sur ces 2 éléments fournis là, donc je rappelle, doivent être calculés uniquement. Donc on ne prendra pas en compte le cinématique tout le temps, si on comprend bien ce qui est écrit dans l'Eurocode 8. Et puis 3e point important, eh bien les pieux doivent en principe être dimensionnés pour demeurer élastiques. Bon. Mais dans certaines conditions, la formation d'une rotule plastique à leur tête peut être autorisée. Donc, voilà. Et ben, on a fini pour les pieux, merci. Donc, partant de là, on s'est dit, bien, il va peut-être falloir que... Bon, voilà. Donc, on s'est penché en France sur la question et on a sorti donc un document qui s'appelle le cahier technique numéro 38. Je rappelle bien qu'il se concentre sur les bâtiments, non pas d'autres ouvrages, concernant bien les bâtiments, et dans la spécificité française, à risque normal. Donc on a mis quelques années de l'ordre de 4 ans pour le rédiger, ce document, et on a donc créé donc un groupe de travail avec une représentation qu'on a voulu être la plus large possible, tout au moins faisant intervenir, donc vous le voyez ici, donc les entreprises de fondation, évidemment par l'intermédiaire du syndicat des entreprises de fondation spéciale françaises, donc des entreprises générales, des BET géotechniques, des BET plutôt structurels, puisqu'on allait parler d'action et de considération entre une structure et des fondations. Donc voilà, quelques institutionnels, des consultants, bien évidemment, et puis des contrôleurs techniques, les 3 habituels contrôleurs techniques français principaux étaient représentés, plus également anti-contrôle.
pour la spécificité plus antillaise. Et de ce document, on a 13 chapitres qui essayent donc de repasser, de traiter les problématiques dont on a besoin pour dimensionner des fondations. Et puis on s'est aperçu quand même qu'on n'a pas voulu faire un simple document où j'ai des efforts qui arrivent et comment je calcule mon pieu, mais vous allez le voir, eh bien on a voulu repartir de la considération, j'ai une structure, j'ai un sol, j'ai des pieux, et qu'il faut bâtir et brasser tout ça ensemble. Et donc je vous ai mis également les nombres de pages de chacun des chapitres. Et puis, un des points importants qu'on a voulu développer dans ce document, c'est un exemple d'application complet, totale. Et vous voyez qu'il y a 33 pages dans le corps du texte, et dans les annexes, il y aura encore 33 pages avec tous les calculs qui sont fournis. Et donc, on a totalement et complètement voulu reprendre un exemple totalement et complètement détaillé, et qui reprend tous les paragraphes que l'on a dans le corps du texte. À chaque fois, on dit selon le paragraphe un tel, selon chapitre machin, selon tout ça, on fait le calcul comme ci, on fait le calcul comme ça, on suit. Donc, on a 60 pages concernant donc tout notre exemple d'application. Je reviens juste sur le plan du guide. Eh bien, comme le propose donc l'Eurocode 8 partie 5, eh bien, on a voulu séparer les effets inertiels, les effets cinématiques. Vous voyez qu'il y a quand même 15 et 15 pages sur chacun de ces chapitres, et le cumul, et donc on obtient des dimensionnements, des critères de justification. Quelques points principaux, donc les annexes reprennent un certain nombre de choses donc importantes, des graphiques surtout, qui sont mis, et puis donc 33 pages sur l'exemple. Donc je voulais simplement rappeler concernant les principes que c'est un document qui permet à 3 composantes de se comprendre, d'avoir à peu près le même langage commun, donc les BET géotechniques, les bureaux d'études de l'entreprise de fondation et le bureau d'études structure. Ça fait la synthèse, et ça ne dérange en aucun cas aux Eurocodes 8 et à l'Eurocode 8 partie 5, bien évidemment, et surtout aux normes d'exécution et de dimensionnement des fondations profondes, puisque c'était un des points importants, c'est un des points importants, c'est de pouvoir faire en sorte que l'on respecte également les normes d'exécution et le dimensionnement des fondations, parce que, il ne faut pas qu'on oublie, c'est que quand on dimensionne un pieu sous action sismique, il faut d'abord qu'on l'ait vérifié sous action statique, et qu'il tienne sous effort statique. C'est... oui, mais ça vaut mieux. Et donc, pour le contexte français, dans le cadre de bâtiments à risque normal, le guide propose des méthodes de dimensionnement adaptées pour donc, ces bâtiments. Et on a voulu proposer des calculs plus compliqués ou sophistiqués d'interaction sur la structure, qu'on a permis de le faire, mais donc c'était pas ce vers quoi on a voulu tendre. On a essayé de proposer des méthodes plus faciles d'adaptation pour faire les calculs. On a déduit également qu'on ne pouvait pas trouver de disposition forfaitaire enveloppe pour un certain nombre de cas de type de bâtiment ou de type de sol ou de sous-action sismique, de zone sismique. Donc il n'y a pas de disposition forfaitaire. Donc ça veut dire que le calcul est toujours absolument nécessaire, et par contre on propose des dispositions constructives. Et puis donc, Michel Glandy, dans l'après-midi, vous exposera l'exemple que l'on a pris du bâtiment R+6 dans le type de sol particulier, et il vous parlera de ça. Donc, on a voulu faire en sorte que ça ne soit pas un simple manuel qui permet de calculer une fondation, soumis à des efforts en tête inertiels ou cinématiques, mais ça permet de s'expliquer, de comprendre et d'avoir un langage commun. Simplement, vous mettez sur la table l'encastrement, quand il y a des gens de structure et j'ai des gens de pied ou de sol, et vous en avez pour des mois de discussion, chacun a son idée. Donc c'est ça qu'on a voulu essayer, entre autres, c'est ça qu'on a voulu essayer, c'est de permettre de se comprendre. Les gens du dessus comprennent les gens du dessous, les gens du dessous comprennent les gens du dessus, ce qui n'est pas toujours facile, mais on a voulu faire ça. Je pense qu'on y est quand même sympathiquement bien arrivé.
Et donc, c'est pourquoi on a voulu aussi donc revenir sur certaines explications et considérations liées plutôt au domaine de structure, alors qu'on aurait dit, mais il fallait calculer des pieux, et on a voulu reparler d'un certain nombre de choses pour se comprendre, et surtout sur la tête du pieu et le contact avec la structure. C'est ça qui va être intéressant et important. Donc on a développé à l'intérieur quelques aperçus des points forts du guide. Je vais passer, j'en suis à combien donc la première modélisation que les gens de structure ont souvent l'habitude de faire, c'est de faire une structure encastrée, donc, et ou appui rotulé localement bloqué en translation horizontale et verticale. Et ça, on l'a vu, c'était pas tout à fait conforme à ce que l'Eurocode 8.5 dit, puisqu'il est écrit dans le chapitre 6 qu'on doit prendre en compte l'interaction sol-structure. Donc ça peut constituer une première étape, mais il faut aller plus loin. Donc les deux possibilités que l'on a proposées, c'est donc une modélisation avec interaction avec les fondations en prenant en compte les flexibilités globales de l'ensemble des pieux, donc ramener ça à la tête, pour donc proposer des matrices. C'est cette modélisation que l'on a essentiellement bien développée dans le guide. Et puis l'autre possibilité, c'est donc de prendre en compte, comme on l'a dit tout à l'heure, donc la totalité des liaisons sol-pieux sur toute la longueur de chacun des pieux. Donc cette modélisation un petit peu plus complexe, on a appelé ISS au vrai sens du mot, enfin je ne sais pas s'il faut mettre vrai là derrière, mais enfin tout au moins c'est ça qu'on a proposé et qu'on a développé dans l'annexe H, mais ce n'est pas celle qui a été prise comme modélisation pour les bâtiments dits courants qu'on en a voulu prendre en compte. Et je voulais qu'on rappelle, et on a bien séparé le fait que pour pouvoir tenir compte de la notion de structure dissipative ou structure non dissipative qui est proposée dans l'Eurocode, 8 partie 1 et 8 partie 5, eh bien on a voulu bien séparer donc les combinaisons d'actions rapportées en pied de structure de celles qui sont en tête de fondation, pour prendre en compte celles qui sont en tête de fondation, pour prendre justement en compte cette notion de structure, donc de calcul en capacité, avec donc cette formulation que l'on a voulu expliciter, qui est ici, qui est fournie avec un gamma RD oméga, qui relie donc les efforts dus aux actions non sismiques aux effets dus aux actions sismiques, les deux termes. Et entre autres, je suis là, et donc voilà, on a proposé, gamma RD oméga peut toujours se calculer, on a toutes les formules dans l'Eurocode 8 partie 1 pour pouvoir aborder le problème. On a voulu proposer des termes enveloppes et qui sont résumés dans ce tableau ici, donc que dès que la surcapacité elle s'applique que si Q est supérieur, donc coefficient de comportement est supérieur à 1,5, eh bien on a donc un gamma RD oméga à prendre en compte, ce qui veut dire que il ne faut pas oublier que lorsque l'on va calculer la fondation sous son action, quand on est donc en DCM ou avec un coefficient de surcapacité supérieur à 1,5, eh bien, il va falloir qu'on amplifie les valeurs, prendre en compte pour le calcul des pieux par rapport à la descente de charge de la structure. C'est le calcul donc avec la notion de prise en compte de la surcapacité. Et on a un certain nombre de chapitres, et puis on a voulu bien mettre en évidence donc cette séparation qu'on nous demande de faire à l'Eurocode 8 de l'inertiel et du cinématique, puisqu'on dit qu'on découple les choses, et surtout que vous allez voir qu'on n'applique pas le cinématique partout, tout le temps, à tous les types de sols. Donc on a défini dans l'inertiel, et bien comme on l'a rappelé déjà aussi tout à l'heure, donc des coefficients de raideur, verticale, horizontale, en rotation et couplée, et avec donc un certain nombre de choses sur cette notion de couplage important, et avec donc plusieurs possibilités de méthodes, avec donc une approche élastoplastique au coefficient de réaction, avec des méthodes basiques, je dirais, avec donc des coefficients appliqués aux actions sismiques, et puis une approche pseudo-élastique également que l'on a proposée avec des valeurs fournies. Et je voulais juste prendre un petit exemple dans une simplifiée. On s'est
considérablement attardé à définir parfaitement c'est quoi les conditions en tête et qu'est-ce que ça implique vis-à-vis donc du calcul que l'on pourrait faire et avoir à prendre les valeurs donc de ces différents coefficients. Et vous voyez, donc on s'explique sur l'accrochage du queue vis-à-vis de la structure et les bénéfices que l'on pourrait en tirer, mais avec des calculs particuliers en fonction des rotations libres ou bloquées en tête, tout au moins juste pour prendre ce petit exemple. Deuxième point, on en a déjà parlé, on a donc abordé fortement les effets cinématiques et l'on connaît assez bien par les PS92 avec un calcul donc souvent calé sur un quart de sinusoïde lorsque on est dans un cas très simple de sol, homogène, et puis lorsque l'on n'est pas du tout encastré entier, ou tout au moins qu'on n'est pas dans un substratum sismique. On a voulu faire la différence entre substratum géotechnique et substratum sismique, tout ça c'est expliqué dans le guide. Et pour pouvoir aborder au mieux donc les sols les plus compliqués avec différentes couches de sol, et puis lorsque le pieu descend dans une partie un peu avec un encastrement un petit peu, au sens géotechnique dans le sol, donc un pieu ancré dans un sol, et en France on aime bien faire des pieux avec un ancrage, traîne toujours ces notions de 3 diamètres, et d'ancrage, etc. Donc d'autres pays ne font pas tout à fait la même chose. Et donc on a voulu définir en fait eh bien, le calcul ou la possibilité de déterminer le G2Z dont on a parlé tout à l'heure par une méthode qui tient compte plus de la totalité des couches de sol et des différentes variations de ces couches de sol par, dite la méthode de Madeira, plutôt que de réserver le quart de sinusoïde si on est dans des simplifications. Et donc on a voulu proposer, et on explique comment on fait par la méthode de Madeira pour prendre en compte et finalement mieux approcher le G2Z. Il y a des coefficients. Le cumul des effets cinématiques et inertiels se fait d'une manière dont on a voulu expliquer en fonction de la période propre, mais de toute manière, il ne faut pas s'en faire puisque les efforts inertiels et les efforts cinématiques ne tombent pas tout à fait au même endroit sur le pieu. Donc, c'est pas ça qui est le plus, je dirais, important. Ce qui va être le plus important, c'est ce que l'on a voulu résumer dans le tableau qui est proposé ici, qui en fait reprend le reconduit de partie 5, le paragraphe 5.4.2 qui disait, donc je vous rappelle, on disait le cinématique uniquement si. Donc le profil de sol est de classe DS1 ou S2 et contient des couches consécutives dont la rigidité diffère nettement. Et puis la zone est de sismicité modérée ou forte, c'est-à-dire lorsque le produit âgé, etc. Tout ça c'est de Rocode, mais il a fallu l'adapter donc surtout pour la deuxième partie, au zonage français, aux valeurs fournies par les arrêtés. Et donc on en a déduit un tableau qui est donc celui proposé, enfin les deux tableaux, pour la zone 2 et la zone 3 à 5, où vous voyez qu'en fait que, eh bien, en appliquant sensu stricto le Rocode 8-5, en comprenant bien ce qui est voulu être écrit dans les deux paragraphes, enfin, ou dans les deux petites puces, eh bien, on arrive à, avec les classes de sol que vous voyez ici, A, B, C, D, E, vous voyez S1, S2, et les zones et les classes d'ouvrage, eh bien, on arrive à montrer que, eh bien, dans ABC, dans les classes de sol ABC, on est plutôt sous des efforts inertiels seuls. Et que le cinématique, au sens le Rocode 8, nous dit, eh bien, on commence à le prendre à partir d'une classe de sol D. Nous avons rajouté la classe de sol E, puisque on a considéré que c'était là où il y avait des couches consécutives dont la rigidité diffère nettement. Donc voilà, on nous a proposé le tableau qui est celui-là pour pouvoir prendre en compte, en fait, eh bien, les différents calculs que l'on va avoir à faire, en se disant, eh bien, donc, dans des classes de sol ABC et pour des ouvrages donc 3 et 4, 2, 3 et 4, eh bien, on est en inertiel tout seul. On n'a pas, au sens Rocode 8, on n'a pas à prendre d'effets cinématiques, on n'aura à prendre qu'à partir d'autres classes de sol, D, E, et puis donc plus compliqué, S1, S2. Donc c'est de là qu'on est parti pour pouvoir finaliser ce qui va nous apparaître après, c'est donc les dispositions constructives et le ferraillage dans les éléments de fondation, enfin,
pour les pieds en béton armé essentiellement, donc, bien évidemment. Et donc, je rappelle que, eh bien, on a voulu tenir compte, enfin, on a obligatoirement tenu compte de l'Eurocode 8 partie 5, de l'Eurocode 8 partie 1 quand il y avait besoin d'aller chercher un complément d'un certain nombre d'informations, le fascicule de documentation FDP 06031 qui est un fascicule d'explication de l'Eurocode 8 partie 1 parce que certaines personnes ont jugé que tout n'était pas clair dans l'Eurocode 8 partie 1, donc les mêmes qui ont participé à la rédaction de l'Eurocode 8 ont participé à la rédaction du fascicule de documentation pour expliquer. Et puis, je rappelle les normes d'exécution qui sont des normes européennes, donc auxquelles on ne peut plus déroger, donc concernant les pieux forêts, et puis le refoulement et les micro-pieux. Je rappelle qu'à la française, on a plutôt, dans les bâtiments, parce que je rappelle qu'on est bien sous bâtiment, on a à peu près 90% du marché pour des bâtiments. Et puis, on a voulu également tenir compte des dimensionnements, des normes de dimensionnement et les arrêtés et autres. Pour les dispositions constructives, donc on a mis quelques points d'importance. Nous avons voulu nous en tenir au fait que la prescription de comportement élastique d'un pieu est une façon de formuler l'exigence qu'il n'y a pas de rotule plastique le long du pieu. La possibilité qui était réservée, qui avoir une rotule plastique en tête, eh bien on a dit dans le présent guide pour les bâtiments que l'on avait à calculer, nous ne prenions pas cette possibilité-là qui est un peu plus complexe, qu'on peut réserver à des ouvrages un peu plus compliqués que des bâtiments courants et habituels. C'est cette hypothèse que l'on a faite, que l'on a écrite dans le guide. Et donc il n'y a pas de disposition forfaitaire, enveloppe, et par contre, eh bien, on fait des calculs et on dit que quand on fait, eh bien, on a besoin d'avoir un peu de disposition constructive. Donc, résumé ici, où on a proposé un certain nombre de zones spécifiques vis-à-vis des pieux, puisque comme il n'y avait pas de rotule plastique, on a voulu se démarquer de cette notion de zone critique habituelle qui sont souvent raccrochées à des poteaux et reliées à la notion, donc, comme la définition écrite ici, de rotule plastique. Donc on a proposé plutôt la notion de zone spécifique moyenne, courante, en haute et basse pour les pieux. Et avec donc un certain nombre de propositions en séparant, vous voyez ici, les zones de sismicité 4 et 5, les zones de sismicité 2 et 3. On a voulu proposer avec des classes de l'importance des ouvrages qui sont rapportées ici, les classes de sol, et on a proposé donc les armatures toute hauteur pour les zones de sismicité 4 et 5 et les adaptations en zone de sismicité 2 et 3, puisque je rappelle qu'on fait des calculs inertiels pour un certain nombre de sols ABC et que les efforts inertiels sont essentiellement sur la partie haute des pieux et il n'y a quasiment plus d'efforts au bout d'un certain moment. On le verra dans... Michel le présentera dans l'exemple, on le voit bien parfaitement dans l'exemple, et Nicolas doit... Et puis, pour pouvoir ne pas déroger aux normes d'exécution, eh bien, on s'est calé sur des caractéristiques minimales des armatures longitudinales et transversales, puisqu'il faut qu'on arrive à réaliser le pieu. Il faut qu'il tienne en statique. Donc un pieu en béton armé, on met la cage d'armature et on bétonne, il faut que le béton il passe bien à travers les armatures pour qu'il emballe bien tout ça. Et donc il ne faut pas que l'on se crée des défauts de réalisation de pieux qu'on va avoir à gérer pendant toute la vie de l'ouvrage, alors que pour pouvoir sous certaines actions qu'il aurait peut-être un jour, eh bien on prendrait des dispositions spécifiques. Donc on a tenu, bien évidemment, et on s'explique là-dedans pourquoi eh bien, on n'a pas dérogé aux normes d'exécution. Ce qui provoque quelques discussions encore. Et puis, eh bien, je vous rappelle que le dernier grand chapitre que l'on a voulu, ça c'était un vœu fort du président du groupe de travail, c'est-à-dire moi, et j'assume, je voulais depuis le début que l'on fasse un exemple d'application complet. Ça a été difficile, mais on y a réussi, et donc il y a un certain nombre de grands chapitres, de sous-paragraphes dans l'exemple d'application où on traite de tout, parce qu'il y a 60 pages entre le texte et les annexes pour pouvoir exposer donc, comment on fait pour calculer et qui renvoie à tous les articles du texte. Donc on peut prendre le texte, et j'en aurais fini, on peut prendre le texte sous deux abords, on lit depuis la page 1 jusqu'à la page 273 avec les années, mais on peut aussi l'aborder en prenant l'exemple
on part de l'exemple, et puis comme ça on comprend, et on retourne dans tous les paragraphes du texte. Et merci.